La richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Cette phrase, je l'ai apprise et comprise quand j'étais enfant. Je suis né en France d'une maman togolaise et plus tard, j'ai été adopté par une maman française. Après 2 ans et demi dans un orphelinat, j'ai connu la chaleur et l'amour un soir de Noël. En vivant avec ces 2 mamans, j'ai commencé à me nourrir, sans le savoir, de 2 façons d'être et de 2 façons de vivre. Élevé à la campagne, loin des modernités du monde, je n'ai pourtant jamais connu le racisme enfant. J'ai toujours marché dans la différence, dans tous mes choix, dans mon métier, dans mes rencontres. Rassemblance, c'est mettre en lumière des femmes et des hommes venus d'ailleurs et qui, par leurs actions, défont les préjugés. Tous les préjugés. Installe-toi. Déjà, encore une fois, merci. Je crois qu'il y a pas mal de lecteurs qui te remercient. Ouais, je suis bien contente. Moi aussi, j'ai eu un retour de lecture hyper chouette ce matin d'une journaliste de TSF Jazz. Magnifique. Qui a dit qu'elle a été bouleversée, qu'elle trouvait le texte très puissant. Et je crois que tu voulais me parler un peu de la suite. Il y a cette histoire, je t'en avais parlé un jour. C'est l'histoire de ce mec qui va chez sa mère qu'une fois par an pour se donner bonne conscience. Et une fois qu'il y est, il se rend compte qu'il est enfermé chez elle. Et c'est comment est-ce que pendant ces 2 heures, il va essayer, avec elle, de faire connaissance intimement, tout en sachant que son français à elle est extrêmement limité et que lui, son soninké, la langue qu'elle parle, est extrêmement limitée, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'invente? En fait, dans le précédent livre, je parle pas mal du silence, pas mal de l'absence de la mère. Je me dis qu'un espace, un livre dans lequel j'organise cette rencontre avec, évidemment, tout ce que je peux intégrer de réflexion sur l'exil, sur la mélancolie, sur la relation mère-fils qui est très complexe dans ce contexte-là. Ce qui est difficile dans l'entreprise que tu te fixes, c'est la place du silence. Le silence en l'écriture, c'est pas évident à faire ressortir, je dirais. J'ai l'impression que dès que je mettrai le doigt sur la forme, alors le puits que j'ai derrière va pouvoir ressortir et j'ai l'impression que ça peut être bouleversant. Bon, bah, de toute façon, on se voit samedi. Ouais. Et j'ai hâte que tu m'en dises plus et tu m'envoies ce que tu veux, quand tu veux. Et on continue. Ouais, ça marche. Super. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Merci, Sikou. Je m'appelle Sikou Niakate. Je suis né dans le 20e arrondissement de Paris. Je suis français. Mes parents sont maliens. Et j'ai grandi en quartier populaire pendant une grande partie de ma vie. Aujourd'hui, je suis auteur et réalisateur. Et j'ai comme profonde conviction dans mes projets artistiques de parler la masculinité, la classe sociale et, depuis peu, l'exil. Je ne me sens chez moi que lorsque je suis au quartier. Un peu comme ce chien qui a toujours été en cage. Un jour, on lui ouvre la grille. Mais il ne connaît pas la vie en dehors de sa prison. Alors, après quelques pas à l'extérieur, envahi par la peur, il y retourne. Moi, je rêve de la quitter, ma cage. Mais personne ne me l'ouvre. Plus je crie, plus je donne raison au scénario de l'extérieur qui veut faire de moi un kleps enragé. Ça, c'est les mots que vous écrivez dans ce livre extraordinaire, Sikou. Dans le noir, je crie. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations parce que c'est bouleversant. Qu'est-ce qui vous a poussé? À quel moment? Pourquoi? Quel est l'événement qui fait que vous avez commis ça? De me retrouver ici avec ce livre, c'est un bug du système. Oui. Parce qu'en fait, vu de là d'où je viens, je n'aurais jamais pu avoir cette trajectoire. Donc j'aime bien cette incohérence. J'ai écrit ce livre déjà parce que c'était une invitation de mon éditrice qui m'a approché avec la volonté de travailler avec moi. Mais elle avait eu cette volonté parce qu'elle avait vu quand même que j'étais très intéressé par ces sujets, par ces thèmes. Quand on vient de là d'où je viens, fantasmer une carrière artistique, c'est quand même très compliqué. Donc j'ai eu l'opportunité, la chance, à un moment donné de l'envisager, quand j'ai fait une rencontre en fait qui a été bouleversante, celle d'un ami qui s'appelle Gabriel, qui lui venait d'une classe sociale qui n'avait rien à voir avec la mienne et qui était dans une école de cinéma. Et le voyant comme ça, et surtout voyant sa liberté, je me suis dit mais c'est dingue, moi je me suis jamais autorisé ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais j'ai aussi envie de faire ça, j'ai envie d'avoir voix au chapitre, d'écrire des histoires, d'être
complètement dans l'art, quoi. Et donc j'ai commencé à écrire plein de films, à les réaliser avec des potes, sans moyens. Des courts-métrages? Des courts-métrages. J'espère qu'on pourra les voir un jour. Mais l'art, c'est une possibilité, c'est une autorisation tellement belle que, d'une certaine manière, je me dis, OK, je m'y engouffre. Votre livre est différent parce qu'il a plusieurs thèmes. Grandir avec la stigmatisation, la place de l'homme d'aujourd'hui, de votre génération, dans la société, donc sa masculinité, et puis il y a la violence. Très souvent, quand il y a de la violence, par exemple, dans les quartiers ou même entre quartiers, c'est aussi beaucoup pour dissuader. De dissuader les autres en indiquant qu'on peut être potentiellement dangereux. C'est une manière de se protéger, au fond. Pour me protéger des autres qui avaient mon âge et qui auraient pu avoir cette espèce d'esprit de compétition masculin et du coup se battre avec moi. Et quand on vit en étant les enfants non reconnus de ce pays qui est un peu honte de nous, et qu'on entend très tôt, de manière très forte, qu'en fait, on est moins intelligent, qu'on ne nous souhaite pas, etc., ça fait de nous des enfants tellement blessés qu'on a aussi cette forme de violence. La seule expression, c'est la violence. Exactement. Si tu ne te bats pas, t'es pas un homme. Si tu pleures, t'es pas un homme. Si tu fais preuve de sensibilité, t'es pas un homme. Et surtout, j'ai toujours l'impression qu'en parlant de moi, je parle aussi d'autres personnes. Bien sûr. Et donc, j'ai l'impression d'avoir la bonne position pour pouvoir, à partir de mon expérience, représenter d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude d'être représentées, parce qu'elles le sont tellement mal, tellement de manière caricaturale en temps normal, que je pouvais y apporter de la nuance, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. On est où, en fait, ici? Là, on est sur la rue Petit, une rue près du métro Lomière, dans le 19e arrondissement. C'est là où j'ai grandi, en fait. Je suis né dans le 20e, mais je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi. Ouais. Et j'ai passé... Après le squat? Exactement, après le D'accord. squat du vin. Et on a eu un logement social sur la gauche, là. On peut aller voir? Ouais, carrément. Carrément. Et justement, dans les années 90, les années 2000, avant même les réseaux sociaux, il faut imaginer que toute la rue était teintée de jeunes qui avaient l'autorisation de sortir, des jeunes garçons, D'accord. avec les différentes bandes. Et c'est là que j'ai vraiment grandi, quoi, dans ce contexte de liberté totale. On n'imagine pas une seconde, quand on est dans la rue Petit, qu'il y a une énorme cité derrière. Alors là, c'est pas une énorme cité. Ah bon? Là, ça va être une petite cour. Mais la cité, c'est toute la rue Petit. C'est la rue Petit. Ouais, y D'accord. compris l'arrière du square qui, avant, n'était pas jonché de logements sociaux, mais était jonché de squats. Ton appartement donné là? Ouais. Bon, là, ça a été repeint et un peu modernisé, mais avant, c'était pas comme ça. On va Avant, dire que ça a été réhabilité. complètement, cette grille-là était inexistante. D'accord. L'autre derrière était constamment ouverte. D'accord. Elle est où, ta fenêtre? C'était là-bas, 6e, le balcon. Là. C'est un duplex, on est 12. Alors, est-ce qu'on est dans le cliché, les copains sifflent en bas en disant tu descends, comment ça se passe? Oui, ça criait très fort. Et ce qui est dingue, c'est que je m'en rends compte aujourd'hui. Les voisins devaient, en fait, halluciner. Ils en pouvaient plus. Et en même temps, ils nous disaient C'est pas cool. grand-chose. En même temps, ils nous C'est disaient... cool. C'est ça. Ils Ils nous descendent disaient pas. pas grand-chose, quoi. Il y avait aussi pas mal l'interphone. Évidemment, avec les portes qui étaient constamment cassées, donc en fait, ouvertes. Ah oui, donc c'est plus du tavé, c'est plus du tout le cas. Oui, là, c'est plus... J'ai vu quelqu'un passer son badge, mais ça a quand même pas mal changé, franchement. On continue? Ouais, avec plaisir. Il est où le square? Le square à football? Il est là-bas, sur la droite. Par là? Ouais, D'accord. exactement. Et ce qui est fou, c'est que là, cet espace vert, Oui. avant, il était inexistant. Il y avait un vieil immeuble délabré, abandonné, et qui est resté là peut-être pendant 20, 30 ans. Ouais. Et je me souviens que parfois, quand on jouait au foot ici, le ballon tapait contre cet immeuble. Tu vois, je me dis, c'est un peu chic hein, ici. Hein. Ah ouais, non, mais là, même moi, je suis très surpris. Je sens que ça a changé, quoi. En fait, il n'y avait rien ici. C'était simple, il n'y avait que du sable et un bloc au milieu, en bois, sur lequel on pouvait se poser parfois, mais c'est tout. Je me demande, est-ce qu'on aurait vécu les mêmes jeunesses si on avait eu accès à ça plus jeune? Peut-être pas. Peut-être que si on avait eu accès à la beauté aussi, près de chez nous, on aurait pu croire un peu plus en notre quartier. Parle-nous de ta rue RP à toi. Si je m'étais assis là, ce qui n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de banc, qu'est-ce que j'aurais vu à ton époque? Alors peut-être dans le gros bloc en bois qu'il y avait au centre des grands posés.
comme des grands posés devant les immeubles. Sinon, énormément de jeunes. L'espace public, c'était notre maison, quoi. C'est comme si on était tous en colocation à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Et ici se passent les premières rencontres avec les premiers potes. Il y avait une asso qui est toujours là d'ailleurs, qui s'appelle J2P. C'est Jaurès. C'est ça? Ouais, Jaurès Petit Pantin. C'est une asso qui, comme pas mal d'assos de quartier, nous proposait des activités. Et moi, j'avais une soif, en fait, excessive de m'extirper tant que je le pouvais De ce milieu-là. quartier, ouais. Donc en fait, j'ai fait toutes les activités. J'ai fait du graphe, j'ai fait de la photo, j'ai fait du djembé, j'ai fait du slam. Pour moi, c'était juste vital. Je me rends compte, vital. Et ce qui est sûr, c'est que ma bande du quartier, celle vraiment avec laquelle je traînais, n'était pas intéressée, quoi. Mais ils se moquaient pas de toi? Ils se moquaient pas de moi parce que voilà, je respectais quand même ce que je devais incarner en dehors de ces ateliers. J'ai eu la chance aussi de faire des colos dans les Pyrénées. Donc on marchait toute la journée en chantant. Je me souviens même que pendant très longtemps, je voulais pas chanter, alors que c'était des chansons. Ah bon? Ouais, c'était 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. Mais moi, j'étais là avec mon truc de bonhomme déjà. Non, je chante pas. C'est un truc pour les autres, ça. Et donc, je chantais pas. Et au bout d'un moment, t'as posé le masque? Bah, au bout d'un moment, c'est ça, je me sentais tellement bien. Je me suis dit, mais c'est ridicule. Et en fait, toutes ces brèches dans mon quotidien, bien fermées, m'ont donné le goût de l'ailleurs, quoi. Le goût, l'envie, parce que je sentais bien que ici, je ne pourrais pas être moi. On va au Frères Lumière. C'est un restaurant qui a été monté par l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Laurent. D'accord. Léo dans le livre. Ah bah Léo, personne important, témoin de ta métamorphose. Bonjour. Bonjour. Léo? Exactement, dans le Manoir, livre, mais oui. Laurent dans la vie. Alors, est-ce que vous pouviez imaginer la première fois que vous avez rencontré Sikou, que vous rencontriez un auteur, et un grand auteur? Oh non, pas du tout. Je pense que même lui ne se souvient pas forcément de la première fois où on s'est vu, mais moi je me rappelle que j'allais en tout cas à l'escrime. Dans le bus 60, je croise un ami, Moussa, qui était déjà un ami de Sikou puisqu'ils étaient voisins. Et petit à petit, là, avec Laurent, on jouait dans les mêmes gymnases, on se rencontrait, on faisait même des stages de basket ensemble. Puis il faut toujours s'attendre en bas de chez soi, et puis vient le moment où pourquoi t'attends en bas, monte à la maison, et puis quand on est à la maison, bah il y a cette maman, ce papa qui ont toujours eu envie de partager, donc aucun problème pour que la connexion se crée, quoi. Vous, Laurent, vous êtes allé le chercher en bas de chez lui? Vous êtes allé le chercher chez lui? Quand on rentre chez Sikou, on est tout de suite accueilli par des assiettes, par des gens qui prennent des nouvelles de vos parents alors qu'ils se connaissent à peine ou ils se sont à peine vus. Alors que chez moi, on apprend à se connaître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, vous ne connaissez pas le basket, exactement. Et puis le lien se fera après. Le lien se fait, j'ai l'impression, d'une façon beaucoup plus instantanée dans l'appartement de Sikou. Vous, quand vous avez été reçu chez Laurent, comment ça s'est passé? Bah, ses parents étaient très, très accueillants, mais moi, j'étais intimidé, surtout par ta mère. Oui, tout le monde. Ouais. Ouais, vraiment, j'étais intimidé, donc j'étais pas très loquace, assez silencieux. Moi, je me rends compte que j'étais impressionné par la classe sociale aussi que vous incarnez pour moi. J'étais là en mode waouh, ok. Mais c'est vrai que les discussions chez nous, en plus, elles fusent énormément, un débat par pour un rien. Et je sais que quand on sortait, parfois je faisais des débriefs avec Sikou, mais le temps d'un ascenseur, quoi. Il pouvait me dire, mais truc de dingue, que vous parlez de ça, ou truc de ouf, de comment tu réponds à ton père, parce que les débats peuvent être animés sur tous les sujets. Et je me rappelle de ça, oui. Puis on est allé à la fac ensemble aussi. Ça aussi, c'est un déclic où là, pour l'occasion, on rencontre vraiment d'autres mondes, d'autres soirées. Moi, je sais qu'avant d'aller à la fac à Paris 3, j'avais jamais parlé à des homosexuels, par exemple. Là, on discutait vraiment avec eux et du coup, on n'avait vraiment pas de discours rapportés, mais des discours partagés cette fois-ci, quoi. Quand tu arrives dans ce milieu-là, c'est quoi là, le truc où tu as l'impression de te péter les dents là? C'est quoi le mur? Moi, j'étais vraiment de très très loin le plus pauvre. Ça, je le voyais, je me disais, waouh, ils boivent des verres en terrasse. Ils ont de l'argent pour ça. Enfin, c'était incroyable. Donc déjà, il y a eu une honte quand même de classe qui était folle, tu vois. Un fossé. Ouais, un fossé, le nombre de fois où même c'est toi qui m'avançais quand il fallait manger ou, je sais pas, aller en soirée, prendre une bouteille, etc. parce que j'avais pas d'argent, tu vois. Donc ça, j'en ai eu honte, mais si tu savais à quel point... Non, je sais, parce qu'à chaque fois, tu refusais. Ça pouvait être un grec ou une pizza toute dégoûtante en bas, là, parce que c'est la seule qui valait 5 balles. Ça prouve à quel point chaque centime compte. Ce qui n'est pas le cas dans une classe sociale plus élevée. Ouais.
C'est quand le déclic? C'est quand la transformation, le début du changement? Déjà, le fait que tu sois étudiant en littérature, alors que moi j'étais en pro. C'est vrai que ça creuse un fossé. Hein. Ah oui, incroyable, tu vois. Et en plus de ça, je me souviens d'une fois où on allait vers le Monoprix et tu m'as repris sur ma manière de me parler, mais avec bienveillance, hein, en me disant, OK, on dit pas si j'aurais, on dit si j'avais. Tu m'as expliqué ce qu'était un pléonasme, une hyperbole, etc., qui était au fond le fruit de tes cours aussi. Hein. Bien sûr, ouais. Et moi, j'étais là, je me suis dit, waouh, OK, c'est incroyable le gouffre qu'il y a entre ton monde et moi. Et je me suis dit, en fait, vu que c'est le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer aussi, il faut que je compense l'écart. Ouais. Donc là, ça a été en tout cas le début du process pour me dire, OK, il faut que je change, il faut que je me rapproche d'eux, il faut que je reprenne ma manière de parler comme une langue étrangère, en fait, tu vois. Donc ça veut dire que le racisme l'a connu un peu plus tard? Le racisme? Oui. Bah, en tout cas, j'en ai pris conscience après la honte de classe. D'abord, c'était la honte d'être pauvre avec des personnes qui ne l'étaient pas. Et ensuite, là, j'ai capté quand même que j'étais aussi noir, quoi. Et que même si j'avais eu des thunes, j'étais le seul Mais noir. t'étais tu vois. noir. Ouais, et du coup, ça, je l'ai quand même perçu. C'est Vraiment. cool que après on a tellement grandi dans un groupe cosmopolite que le racisme, on a l'impression qu'il existait que sur l'autre rive, que ça n'arriverait pas à toi, que nous tout le monde était cool. On se trompait clairement. Même quand c'est arrivé, quand c'était quotidien, en vrai, je vous en parlais pas. Et j'en parlais à personne, d'ailleurs. Bonjour. Je crois que c'est plutôt par là-bas. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ma Madeleine de Proust. C'est un peu épais, pâteux, sucré. C'est tellement bon. Ah oui. Hibiscus rouge et hibiscus blanc. On va plutôt être sur du classique. Juste petite question. Le bissap, vous me conseillez de le faire avec quoi? Oui, mettre de l'ananas. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Dis-moi, pourquoi tu as préparé de la vanille, du miel, du sucre, de canne? J'ai eu envie de préparer un jus de bissap. Le bissap, c'est ce qu'on boit en Afrique de l'Ouest. Et moi, c'est une boisson qui me touche parce qu'elle me rappelle évidemment l'enfance. La famille en faisait? Pas forcément la mienne, mais il y avait pas mal de mamans africaines qui faisaient du jus de bissap et qui mettaient ça au congélo. Et ça nous faisait des petites glaces qu'elles Ah oui, vendaient. oui, oui, d'accord. Qu'elles ok. vendaient. Mais ça, c'était toujours un lien à ce pays dans lequel j'aurais dû grandir si mes parents n'avaient pas consenti à l'exil. Ça me rappelle un espace que je connais sans le connaître. Je crois que ça me fait toujours un peu ça, quoi. Les rares fois où j'en goûte. Mais tu sais le faire ou pas? Je crois que je l'ai déjà fait un Donc tu jour. dis la vérité à tonton Magloire. Je l'en ai déjà fait un jour. Il était pas mauvais, mais il n'était pas aussi bon que ceux des mamans africaines. bizarre. C'est ça. Et donc je pars en freestyle, en pleine inventivité. Alors comment fait-on? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, on fait bouillir de l'eau. Ensuite, on met une bonne quantité, j'imagine pour moi en tout cas, de fleurs d'hibiscus. C'est comme ça que ça se trouve. Exactement. Certains pensent que ça provient d'un fruit. Mais je suis pas loin de l'avoir pensé pendant longtemps. Oui, jusqu'à il y a quelques minutes. J'ai fait une espèce d'introspection un peu vraie. Oui, je pense que ça venait. Pour moi, c'est un fruit. Oui. Ouais. En fait, pas du tout. On commence à bien sentir l'odeur. Tes parents sont venus en France à quelle époque? Alors en 80, pour ma mère, c'était la première fois. Elle, quand elle est arrivée, elle était enceinte. Ce qui fait qu'elle a accouché quelques mois après son arrivée. Oui. Et vu qu'il y avait le droit du sol qui était très opérant. Donc en tout, elle a fait 10 enfants. La dernière est née en 98. Ils ont quitté le Mali. C'était une volonté de ton père au départ. Est-ce qu'il s'en est plaint de s'être déraciné? Lui, non, il s'en est pas plaint parce que ça faisait partie de la trajectoire, quoi. Il avait déjà lui-même quitté son foyer très jeune, il travaillait dans des mines, etc. Il était dans cette trajectoire personnelle, solitaire. J'ai déjà entendu, sous le ton de la colère, ma mère s'en plaindre une fois ou deux, en disant « mais je te rends compte quand même que je sacrifiais ma vie, quoi ». Ce qu'on a fait pour vous. C'est ça. Alors, elle ne le disait pas comme ça, elle le disait avec un soninké, mais j'arrivais à comprendre un peu ce qu'elle voulait dire, mais c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a de malien chez toi? C'est étrange que vous me posiez cette question, parce que je me pose la question moi-même de plus en plus.
J'ai envie d'aller au Mali là pour la première fois dans l'année. Ce sera la première fois de ta vie? Ce sera la première fois. Ce sera la première fois, d'autant plus que ma mère y est enterrée. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais trouver de moi dans ce pays dans lequel j'aurais dû naître et vivre? Mais j'ai aussi la profonde conviction que je vais me rendre compte que je suis profondément de culture française aussi, de culture même parisienne. Et que ce fantasme un peu qui est lié au fait que je ne connais pas encore ce pays, ce fantasme d'une rencontre totale va s'écrouler aussi. Ça, je le sais, je le sens. On bavasse comme des vieux Togolais ou Maliens, mais il lui arrive quoi au Bissap? Je te dis ça tout de Oh, suite. t'as changé, dis donc. Regarde comme c'est ce jus limpide. C'est fou, hein. C'est une grande première, tu sais que tu me fais vivre aujourd'hui, tu sais Magnifique. On croirait que tu l'as fait. pas. Mais toute ta depuis vie. toujours. Super. Voilà, regarde. Là, je te sens créatif, vas-y, à toi. Déjà sucre vanillé. Moi, je mettrai miel. Une bonne cuillerée, hein. Ensuite. On a deux saveurs, on a ananas et vanille. Est-ce que ça t'inspire? Je sais pas pourquoi, moi, j'ai envie de tenter la vanille. Ok. Hop là. Oh là. Très bien, Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Tu t'emballes. Tout doux. très bien, très bien. L'ananas. C'est Merlin l'Enchanteur. Voilà. Et quelques feuilles de menthe. Comme ça, direct. Ouais, ça va apporter un peu de fraîcheur. Goûte. C'est bon, je rajouterai peut-être quelques feuilles de menthe D'accord. et un citron. D'accord. Donc là, là, on est bon, là. Là, je crois qu'on est bon. Bon, mais super. Je me demandais si tu avais des photos de toi enfant. J'ai réussi à en dégoter une ou deux que je n'ai pas là sous la main, mais sinon, j'en ai pas. Je me suis rendu compte que c'était le cas pour pas mal de personnes qui ont grandi dans des milieux très pauvres. Il y a un rapport un peu, en tout cas, de classe ou de privilège à l'idée de l'archive, du fait de prendre des photos, des vidéos. Il faut avoir déjà le matériel, le temps et le loisir de faire tout ça. J'ai juste une vidéo qui a été tournée par une réalisatrice lors d'un voyage organisé par J2P. C'est une vidéo qui dure 30 secondes. C'est celle-là? C'est celle-là, oui. C'est celle-là. Je peux te la montrer. Je sais pas si elles sont. C'est qui? C'est toi? Ouais, c'est moi. Non. Si, si. Ah ouais. Là, c'est beaucoup plus grave. Voilà, c'est vraiment quelques secondes. Et c'est les rares images de moi que j'ai enfant. Il y a une espèce de gravité dans le regard de cet enfant qui est assez bouleversante quand même. Ah ben, je pense que déjà, cet enfant, on a vu beaucoup plus que... Qu'un enfant de moyen de et son, que, de son et que âge. pas mal d'adultes, déjà. Et puis il y a un moment de grande dureté, de grande violence, c'est le décès de ta maman. Et ce qu'il en résulte, et ta prise de conscience. Est-ce que tu peux nous en parler? Après sa mort, à ma mère, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas connue en tant que femme. J'ai connu rapidement la mère qu'elle était, dans les rares moments où on se voyait à la maison, mais au fond, elle, je ne l'ai pas connue. Je voyais bien son silence, sa mélancolie, sa tristesse, mais je l'esquivais d'une certaine manière. Mais je pense aussi qu'il y a très concrètement la masculinité qui a été la mienne, la virilité même. Qui t'empêchait de t'approcher? Dans tous les cas, m'éloigner de toute sphère de douceur, même vis-à-vis de ma mère, si ça avait été possible. Tu n'as pas réussi à la pleurer, ou quasiment pas. Et depuis la fin de l'écriture du livre, c'est arrivé? Oui, depuis la fin de l'écriture du livre, c'est arrivé, mais je sens toujours une forme de retenue. Ce que je n'ai pas dans d'autres domaines, c'est-à-dire que j'ai appris à dealer de nouveau avec mes larmes, j'ai appris à épouser mes émotions plus largement dans les autres cas de figure, mais là, c'est comme si, comme si je trouvais que les larmes étaient trop simples ou trop faciles. Et donc, c'est ce travail que je vais faire, justement, en parlant d'elle auprès de mes frères, de mes sœurs, en allant sur sa terre, en allant même sur sa tombe. J'ai l'impression de d'abord devoir faire ce travail pour ensuite pouvoir la pleurer sans retenue. Bon, beau projet, on l'attend. Maintenant, on va t'appeler tous les 2 mois pour savoir où ça en est. Il va être... Alors, ce bissap, Écoute, je pense qu'il est bon. à toi, plein de bonnes choses.
c'est bon. Ah, c'est pas mal, hein. Pas mal. Ah oui, mais non, c'est pas mal. T'as bu trop vite. Ouais. T'es trop bon, t'es trop gourmand, t'es comme moi. Il y avait une feuille de menthe. Ah oui, t'as la feuille de menthe. C'est pas mal. You were the girl up the block, I was the guy who could rhyme. We went to different schools at the very same time. You wrapped your head in books and good looks. I did my time on the street with crooks. I was checking for you from across the street. In those days, you had the whole world at your feet. For us to meet, you had to stoop so far. Like kissing booty in duty ta-ta. You was out of school and I was Elle est étrange, cette vie. Un tournage, des rencontres, des belles conversations. Profondes, drôles, puissantes. Merci infiniment. Elle est étrange et belle, cette vie. Siku Nyakate. tornado. I got caught up in a tizzy. I said some dumb things because I was so damn dizzy. I promised some heavy shit I really didn't mean. You got caught up in this money machine. For Pete's sake, I need a break, there's a lot at stake. I was an ocean of love, you a man-made lake. When I take a step back, the whole thing seems fake. I don't see myself on your wedding cake. She walk a mile or two in my shoes. Try them on for size to see if you can move. My feet feel heavy, like they're stuck in the mud. Cause the girl who stole my groove was the one I loved. So the girl I love, I had to set free. Well, that's the time, it ain't a lot of fun to be me. Cutting short my childhood fantasy. I'm pulling the plug so there ain't no more we.